Salut à tous, bienvenue dans ce back-check. Ravi de vous accueillir si vous nous rejoignez à l'instant. Stéphane, déjà des surprises, déjà des émotions, déjà peut-être... quoi? Des discussions? Ouais, un peu de tout ça. Il y aura peut-être des séquences à revoir aussi, une analyse de but un peu litigieux. Mais en tout cas, les deux équipes cendrillon de ces playoffs, Bienne et Zurich, continuent sur le lancer inarrêtable encore ce soir. En effet, on va voir ça dans le détail. Premier point pour le HC Bienne qui a atomisé Lugano ce soir sur le score de 7-3. Puis la surprise de la soirée. Oui, Zurich est allé s'imposer à Berne 3-2 et de fort belle façon. Une victoire méritée face au grand CP. Absolument. Et Ombry a fait le travail face à Cloton dans le premier acte des play-outs. Mais l'image du jour, on va la voir. C'est le game-winning goal pour les ZSC Lions. Vainqueur donc face à Berne du côté de la Post Finance Arena grâce à ce but de Ronald Kenitz. Giannoni serait-il redevenu humain? On va en parler bien sûr quand on évoquera cette rencontre entre Berne et les ZSC Lions avec nos invités ce soir. Ils sont là, toujours là, bien présents pour analyser, pour revenir sur l'essentiel de cette soirée. Freddy Bobillier et Grégory Beau. Messieurs, on ne s'est pas ennuyé ce soir sur les patinoires helvétiques. On vous avait promis du spectacle. On en a eu. Et il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer, si vous le voulez bien, avec la rencontre qui a été notre match studio, bien sûr. C'est la rencontre entre Bienne et Lugano. Quoi pouvait-on s'attendre? Eh bien, un match, certes, serré, pas mal d'absents du côté du HT Lugano, avec l'absence de Lajunen. Point important, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est que ce HT Lugano a pourtant fait la course en tête à 2 reprises. Dans cette partie, il faudrait quand même se le rappeler, messieurs, c'est eux qui ont ouvert la marque. C'est eux qui ont marqué le 1-0 par Fazzini. Grégory Beau, qui n'avait pas marqué depuis, je ne sais plus depuis combien de rencontres. Quoi qu'il en soit, qui retrouve son efficacité au meilleur moment et qui profite d'un Jonas Hiller pas forcément à son affaire. Par la force des choses, il retrouve du temps de jeu en power play. C'est le genre de joueur, il ne faut pas lui laisser 10 occasions pour marquer un but. Donc oui, il a bien lancé cette série pour Lugano. Oui, vous, le journaliste de Sport Center qui avait suivi justement la série entre Lugano et Fribourg-Gotteron, ce Fazzini-là, est-ce que c'était un des éléments qui pouvait permettre à Lugano peut-être d'inverser ou de pallier aux absences de Lajunen notamment? Qui peut toujours, je pense, il a poncé le banc pendant tout le quart de finale contre Fribourg. Là, il a aussi quelque chose à prouver à son coach qui ne lui faisait pas confiance. Oui, si Lajunen manque encore un match ou l'autre, je ne suis pas sûr qu'il rate encore le match 2 d'ailleurs au passage. Mais oui, c'est lui qui peut faire la différence. Freddy Bobillier, on voit ce but égalisateur de Dominique Diem, l'un des grands bonhommes, en tout cas un des hommes en vue lors de cet acte 1. C'est la force de cette équipe biennoise aussi dans ce match, d'avoir toujours une équipe biennoise qui n'a pas le temps vraiment de douter finalement, parce qu'elle recolle au score très rapidement. Oui, ils sont sur leur lancée très positive, mais je dirais que c'est le collectif biennois qui l'a emporté face à quelques... stars échaudées du côté de Lugano. On n'a pas beaucoup vu Lapierre, on n'a pas vu Klazen, on n'a pas vu Hoffmann, on ne les a pas vus, tous ces leaders qui font la force de Lugano. Par contre, du côté de Bienne, effectivement, on a beaucoup vu évidemment Mick Flicker, Rayala ou Earl, entre autres, mais on a vu Diem également. Et puis, toute une série de joueurs qui ont fait partie de ce festival de buts et ce festival offensif, en tout cas du côté biennois. Stéphane, on voit le 2-1 de Johnston. Il faut dire qu'il n'y avait pas de Sanguinetti dans l'alignement du côté du HC Lugano ce soir. Son absence a pesé lourd. Oui, je pense que oui. L'absence de Lajunen blessé, le choix de Sanguinetti est fort douteux. Est-ce qu'il est blessé? Peut-être, on n'en sait rien. Mon ami Emerton Etem dans l'alignement, il a été inexistant. Il a joué 11 minutes ou 13 minutes. Tenu 2 tirs au but, mais on n'a pas entendu vraiment son nom. Klazen et lui ont été inexistants en attaque. C'est les étrangers devraient quand même être un peu plus percutants. Sanguinetti absent en défense. Et dans l'ensemble, je pense que Lugano a joué un mauvais match. Pas joué, je n'ai rien enlevé à Bienne, mais Lugano n'était pas bon ce soir. L'absence de Yanuyan pour quelque chose, Sanguinetti aussi, mais quand même,
Moi, je pense qu'on parlait avec Freddy. Durant la série contre Fribourg, ils ont été bien payés pour ce qu'ils ont fait. Et là, ce soir, je pense que ça les arrête. On va voir le tournant de ce match, c'est le fameux 3-2, ce but qu'on allait voir à la vidéo, qu'on a accordé dans un premier temps. Ensuite, on allait voir s'il y a eu un contact, Stéphane, avec le gardien entre Mick Flicker. On l'a analysé ici en plateau, on a regardé avec la loupe. Alors, les arbitres n'ont pas la loupe. Et voilà, toi, tu n'aurais pas crié au scandale si on avait annulé finalement cette réussite, puisqu'il semble qu'il y ait Mick Flicker qui donne un coup de crosse, on va dire. Voilà, le puck n'est pas maîtrisé par Merzlikins. Il prend la direction du but, il glisse gentiment sur lui. Le coup de canne arrive après, donc c'est pas le coup de canne qui fait que le puck rentre, on l'a bien expliqué ici. Par contre, le coup de canne de Mick Flicker, à mon avis, ça méritait une pénalité, parce qu'il y a vraiment un coup de canne assez fort sur le gardien de but qui mérite une pénalité de 2 minutes. Et ce coup de canne arrive avant que le puck traverse la ligne. Donc, moi, logiquement, j'aurais, je pense, refusé ce but-là, parce que nous, on a pu le décortiquer, voir où était rendu le puck, à quel moment, etc. Donc, moi, je pense que cette réussite-là aurait dû être refusée, voilà, comme je vous l'ai expliqué. Oui, Grégory Beau. Au passage, c'est surprenant de voir qu'ici, on a des meilleures images que la personne qui va devoir prendre la décision qui peut influer sur le match. On en a déjà parlé beaucoup lors du match Lugano-Fribourg, le match 5. Oui. C'est problématique que toi, Stéphane, tu puisses vraiment décortiquer image par image et que là-bas, les arbitres, en fait, passent pour des ânes, si ça se trouve, parce qu'ils ont une image à moitié visible. Sur un écran un peu bizarre, ils sont souvent mal installés. C'est les gens de la production qui leur fournissent les images, l'image par image. C'est-à-dire qu'ici, nous, on peut tout contrôler avec la tablette. Pour ceux qui regardent des matchs de NHL, et il y en a beaucoup parmi les gens qui nous regardent, les arbitres, quand ils vont à la vidéo, ils prennent une tablette comme ça, ils ont les zooms, ils ont tous les outils. C'est les arbitres, souvent, qui, en tout cas pour les obstructions sur le gardien, qui regardent, ou ils téléphonent à Toronto. Et les gens à Toronto, dans les studios, ont toutes les images à disposition. Il faudrait peut-être leur donner ça. Est-ce que ça aurait changé leur décision? Je ne sais pas. Je pense qu'eux, ils sont partis du principe que ce n'est pas le coup de canne qui a fait que, donc on donne le but. Et moi, je pense que le coup de canne méritait 2 minutes avant que Puck traverse la ligne. En tout cas, bref... Ce qui est sûr, c'est que c'est le tournant du match. Oui. Parce que dans un sens, alors soit vous décidez, entre guillemets, vous annulez le but, vous donnez 2 minutes de pénalité à Mick Flicker. Donc du coup, c'est Lugano qui se retrouve en supériorité numérique. Mais il y a eu un coup de crosse de Johnston. Donc non seulement il y a but pour Bienne, mais en plus il y a supériorité numérique pour Bienne qui va en profiter et qui va marquer. Donc voilà, vous êtes à 2 partout, vous pouvez rester à 2 partout avec un pipi en votre faveur. Les résultats des courses, vous vous retrouvez à 4-2. Freddy, voilà, en l'espace de 1 minute 30. Oui, et puis en plus de cela, de tous ces éléments-là, on va voir ici, sur ce tir lointain de Rayala, même s'il est masqué, en début de match, Merzlikins aurait certainement arrêté ce lancer. Et ce 3-2 a certainement modifié la concentration et l'intensité du jeu de Merzlikins. Donc en plus de prendre 2 buts coup sur coup, Lugano a perdu Merzlikins qui les tenait dans le match jusque-là. Oui, un Merzlikins qui va boire la tasse jusqu'au bout, parce que Schwander, là, il reste 8 secondes. Grégory Beau, on a parlé souvent de l'efficacité face à Fribourg-Gotteron dans sa série. En ce qui concerne le HC Lugano, c'était presque une leçon d'efficacité, finalement, ce quart de finale. Là, ce soir, c'est Lugano qui la reçoit, la leçon d'efficacité. Exactement. Ah, oui. Et Merzlikins, c'est un gardien qui peut sortir d'un match. Ça ne lui est pas arrivé du tout dans la série contre Fribourg. Mais à tout moment, il peut péter un câble. Et ce soir, c'est un petit peu arrivé sur ce but où il se sent lésé. Mais c'est aussi la force des grands gardiens, c'est d'être capable de passer à l'action d'après et de faire l'arrêt suivant. Il n'a pas été capable ce soir. Oui, la question qu'on se posait, c'est est-ce que Grégory Irland va sortir, C'était l'interrogation que vous faisiez. Grégory Beau, après 2 tirs, en disant « moi je le sors, je le préserve ». Finalement, il le remet. Il encaisse le 6e très rapidement. 6-2, c'en est trop. C'est Daniel Bonzato qui va rejoindre la cage. Anne Elvis, Merzlikins, qui avait été impérial en quart de finale face à Fribourg-Gotteron, avec des stats très importantes. Ce soir, Stéphane... 6 buts en 29 shoots. 79-31 d'arrêt. Voilà, c'est un flop. Écoutez, c'est un flop. Sur les premières réussites, c'est pas choquant. Sur le but controversé non plus. Il échappe la rondelle, c'est un tir avec masqué. Sur les 2 réussites qui ont suivi, là, il est un petit peu coupable. Il se fait battre facilement au-dessus du gant. Il se fait à 8 secondes à la fin du 2e tiers, il se fait battre. On a vraiment vu qu'il était déconcentré, il était frustré, puis il n'a pas aimé non plus comment son équipe a joué devant lui, visiblement. Et là, vraiment, sa jeunesse lui a joué un petit tour, je pense, à ce moment-là. Donc, c'est vraiment pas... C'est pas un bon match, mais pour lui, il doit tourner
Enfin, il doit faire un reset pour se focuser pour le deuxième match. Et je pense que c'est un gamin, j'allais dire un gamin, un joueur qui est capable de rebondir. Ouais, très certainement pour le prochain match, il sera présent du côté de la Rezega. On va avoir les 2 derniers buts de cette rencontre et surtout le 7-2 de Mick Fliquier, doublé de Mick Fliquier qui retrouvait sa place dans l'alignement donc ce soir du côté biennois au détriment de Löfquist avec le retour d'un certain Marco Maurer aussi. Mais ce sont surtout les buts marqués en powerplay. Ce soir, Freddy, du côté de Bienne, on parlait du bilan famélique de Bienne dans cette statistique-là. Alors, ça n'a peut-être pas forcément changé la donne, mais quoi qu'il en soit, au niveau du moral aussi, et au niveau du fait qu'on peut marquer dans ces situations, c'est tout bonus pour Bienne. Bah, on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup plus facile quand il y a tout qui roule et puis qu'on mène avec 3-4 buts d'écart. On est un peu moins sous pression, les mains tremblent un petit peu moins, on est plus à tenter des choses qu'on n'oserait pas tenter à 0-0 ou à 1 ou en début de partie. Toujours est-il qu'on le rappelle, Lugano avait ouvert la marque, ce qui faisait juste confirmer les mauvaises statistiques en box-play de Bienne. Et puis, ils ont moins remonté leurs statistiques du côté du power-play. 7-3, victoire du HC Bienne ce soir. On va entendre d'ici quelques instants les réactions à chaud au niveau des joueurs, bien sûr. Mais nous, vous le savez, à MySports, on aime donner la parole, bien sûr, aux consultants, bien sûr, aux invités, aux journalistes, mais également aux supporters. Et ça va être le cas une nouvelle fois ce soir. Je vous laisse vous tourner sur votre droite, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Denis, supporter du HC Bienne. Salut Denis. Oui, il a le sourire, Denis. Bonsoir, monsieur. Il a le sourire, évidemment, après ce succès 7-3. Quel est ton sentiment comme ça, à chaud, sur cette large victoire, justement, de Bienne? En tout cas, pas du tout, aucun relâchement. Même s'ils ont encaissé les 2 premiers buts, enfin les 2 buts après coup, surtout au début du tiers, ils ont pu bien réagir. Ils ont bien réagi d'ailleurs. Donc je crois qu'ils ont marqué directement, ils ont égalisé quelques minutes après. Puis après, voilà, le but de Mick Fliquier, avec le contact sur le gardien, comme le dit si bien Stéphane, à mon avis, c'est aussi le tournant du match, quoi. Ouais, tu penses aussi que c'est on aurait pu donner 2 minutes, on aurait pu donner... Ouais. Au niveau de l'adversaire, ce HC Lugano, franchement, tu les attendais plus fort que ça ou t'as vraiment le sentiment que c'est Bienne qui a fait un match exceptionnel ou un petit peu comme nous, on a trouvé que c'était un Lugano quand même aussi en dessous? C'est difficile à dire. Disons que moi, je m'attendais à un Lugano plutôt provocateur, puis chercher la pénalité qu'on Bienne, surtout qu'on connaît le point faible de Bienne, c'est les box-play. Et Bienne a eu la chance qu'ils n'ont pas beaucoup réagi. On voit surtout sur la fin du match, Lapierre qui va commencer à chercher un joueur. La preuve, il a chopé Schmutz. Bon, il a eu 2+2, puis Schmutz 2 minutes. Et Bienne a eu l'intelligence de ne pas jouer dans ce jeu de la provocation. C'est déjà pas mal. Et puis, il y a un joueur qui t'a plu particulièrement ce soir du côté de Bienne? On a parlé de Mick Fliquier qui a fait un doublé. D'autres? Diem. Ouais. J'ai trouvé un gros gratteur. Et puis du côté de Lugano, moi, c'est surtout Sébastien Reuil qui m'a vraiment impressionné dans ce match-là. Il a toujours tout à fond. C'était impressionnant à le voir, quoi. Ouais, là aussi, c'était un gratteur. En tout cas, on imagine bien que tu as le sourire. Et puis prêt pour l'acte 2 du côté de Lugano. Ça risque peut-être d'être un petit peu plus compliqué. On va en parler d'ici quelques instants. Mais nous, on est presque prêt à parier qu'il y aura un petit retour précipité de la Junen dans l'alignement de Lugano. Tu vois. C'est difficile à dire. Après, les clubs, on n'aime pas trop divulguer la nature de la blessure des joueurs. Donc, ça passe ou ça casse. On verra si ça passe pour le HC Bienne. Merci beaucoup en tout cas, Denis. À bientôt sur MySports pour cette réaction à chaud après ce succès donc du HC Bienne. On reste modeste, on va dire, dans la victoire du côté du supporter biennois. On va pouvoir attendre ça. Mais on va revenir sur Bienne. Mais avant cela, on va écouter une réaction du côté du HC Lugano à la suite de cette claque, quand même, il faut le dire, sur le score en tout cas. 7-3, on va écouter tout de suite la réaction de Julien Vauclair. Julien Vauclair, match très difficile dans ce début de demi-finale ici à Bienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que la première moitié de match, c'était pas si terrible que ça. C'est clair, c'était pas notre meilleur match, mais on était dedans. Et puis je pense qu'après, en prenant 2 pénalités coup sur coup, on a encaissé 2 buts. Et puis après, on a couru un peu après le score. On a essayé de forcer. On est vraiment rentré dans le jeu que Bienne voulait. C'est une équipe qui est
est très forte offensivement, qui cherche les contres, et puis c'est exactement ce que l'on leur a donné ce soir. Qu'est-ce qu'il faudra changer dans 2 jours pour renverser cette tendance, justement? Justement ça, quoi. Justement, pas aller bêtement en attaque et puis essayer de forcer le jeu, même si on perd d'un but ou deux, le match il n'est pas perdu, il reste encore 30 minutes de jeu à jouer. Donc je pense que dans notre zone, défensivement, on n'était pas si mal, mais sur les contres, quand on a perdu les pucks, c'est là qu'ils sont forts, et puis c'est ça aujourd'hui qui nous a coûté le match. Il faudra donc jouer plus intelligemment, c'est ça que vous dites? Exactement, oui. Je pense que, comme j'ai dit avant, ils attendent que ça, qu'on leur donne des contres, des 3 contre 2, des 3 contre 1, des surnombres. Et puis, il faudra absolument éviter ça. Je pense qu'à la fin, c'est un point. On ne commence pas le match jeudi à la maison à 7-3. Ça recommence à 0. Donc, on a perdu la première bataille, mais c'est loin d'être fini. Merci beaucoup, Julien Vauclair. Ouais, très bonne l'analyse de Julien Vauclair de la performance de son équipe. Mais quand même, il y a des mots forts. On est rentré dans le jeu de Bienne. Ça veut dire quoi, Stéphane? Ça veut dire que c'est Tormenon qui a gagné son duel à distance face à Grégory Irland? Non, je pense qu'on a joué un peu trop ouvert. Je pense qu'il faisait allusion à la fois que lui, il est monté en attaque, il s'est porté en attaque sur le but de Fuchs, il est monté, ils étaient à 4, ils ont fait une passe en retrait, un arrêt sur le gardien, un long rebond, c'est reparti. Je pense qu'il faisait allusion à ça, de dire, je me suis lancé en attaque, personne ne m'a couvert, ou j'aurais pas dû me lancer en attaque, se découvrir autant que ça. C'est vrai qu'au deuxième tiers, notamment, on a donné pas mal de surnoms. Et je pense que c'est ça qu'il avait dans la tête. Donc, il dit que c'est ça que Bienne, c'est une équipe qui, on l'a vu, ils jouent la trappe au milieu, ils jouent très serré dans la zone de défense, puis dès qu'ils ont l'occasion, ils explosent, ils partent en attaque, ils sont opportunistes. Et lui, c'est ce qu'il dit, il faut éviter ça pour qu'on puisse les contenir au maximum. En fait, il faut déjouer. À peu de choses près, il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas mettre des émotions. Il faut jouer la même chose qu'eux. Il faut jouer la même chose qu'eux. Hyper défensif, et puis pas donner de contre. Jouer comme Bienne sait le faire, c'est contenir l'adversaire. Mais est-ce que Lugano sait faire ça? Parce que Davos, sa grande question, c'est ce qu'on se pose. Franchement, en écoutant petit Tormenon avant le match, il dit c'est le même jeu. À peu de choses près, d'accord, là. Davos-Lugano. Davos, on le sait, ils partent comme des avions, c'est leur jeu, quoi. Ouais. Leur jeu de rapidité, on l'a pas vu, le jeu de transition rapide face à Bienne. Ils n'ont pas réussi à le faire, cette fameuse première passe pour donner du mouvement, etc. Là, Bienne, tant qu'ils ne donnent pas de surnombre, entre guillemets, à Lugano, à 5 contre 5, ce soir, Bienne n'a pas à rougir, on peut pas avoir peur de Lugano. Davos, ça a été la même chose. Bienne, à 5 contre 5, a été nettement meilleur. Ils sont super bien organisés. Ils ne donnent rien en zone de défense, ils bloquent des shoots. Et on est parti en attaque. Voilà. On va écouter une réaction du côté biennois, et puis on continue de parler de ce match. Allez, on va écouter tout de suite du côté de Bienne. C'est par là? Oui, on y va. Le capitaine au grand cœur, Mathieu de Chantré. Mathieu de Chantré, quel début de demi-finale tonitruante, hein? Ah, exactement. Je pense que c'était un super match ce soir. Puis je pense que le public a eu beaucoup de plaisir ce soir. Quel réalisme? Ouais, c'est qu'un match. La série elle va durer longtemps, je suis sûr. Puis c'est bien de commencer à la maison avec une victoire, mais il faut quand même se concentrer déjà sur le prochain match. On vous a senti euphorique dans le deuxième tiers, il y a tout qui tournait pour vous. L'euphorie à Bienne, ça vous aide, ça vous pénalise pas? En ce moment, pas du tout, non. Je pense que ça nous aide. Je crois que c'est un bon signe aussi. Mais il ne faut surtout pas trop penser à des choses qu'on ne peut pas trop influencer. Alors, ouais. Et dans 2 jours, ça repart à 0-0. Exactement. Je pense que c'est clair que ça ne va pas être facile. Lugano, je pense qu'ils sont un peu frustrés. Ça va être un début très très dur, comme on a déjà eu dans le passé aussi à Lugano. Alors je pense qu'on va être prêts, mais ça ne va pas être facile. Merci beaucoup Mathieu de Chantré. Il faut qu'il cache sa joie un petit peu. Tu vois. Mais toujours de la décontraction, Stéphane. Je le trouve un peu euphorique, là. Non, il est dans la retenue et dans le respect de son adversaire. Non. Il est humble. Ouais, tout à fait. Non, mais à part ça, messieurs, quart de finale face à Davos, Bienne perd le premier match à domicile. À l'avantage de la glace, on disait comment ils vont agir, comment ils vont gérer cette période de play-off. Là, ils se retrouvent en demi-finale. C'est un scénario complètement différent, Grégory Beau, là, du coup, pour Bienne. Je veux dire, ils atomisent leur adversaire le premier match. Oui, alors des deux côtés, on nous a dit les mêmes phrases à la fin du match. C'est qu'un match, il y a 1-0, on parle le prochain match à 0-0. Finalement, mais finalement, c'est la vérité. La réalité de ce soir, ce ne sera pas celle de jeudi. Et la vérité de jeudi, justement, il y aura Sanguinetti qui sera probablement sur la glace pour les premières passes qui ont manqué ce soir. Je pense que les deux ont raison, que ce soit Vauclair ou de Chantré. Voilà, c'est un match et il ne faut pas s'emballer, quoi. Il y a quand même beaucoup de retenue dans les déclarations d'après-match, quand même, un peu d'intox, un peu
flatter l'adversaire, essayer de faire à la Del Curto, comme il a toujours fait dans ses interviews. Mais c'est vrai que ça repart à 0-0, mais il ne faut pas non plus oublier qu'ils ont gagné ça, puis mènent 1-0 dans la série. Puis ça, dans la tête, c'est quand même assez important. Il n'y a plus que 3 victoires, alors que l'autre équipe, on a besoin de 4. Voilà, c'est tout simple. Allez, Bern Zurich, passons à cette finale avant l'heure. C'est un petit peu comme ça qu'on décrit cette série, finalement, entre le vainqueur de la saison régulière, la grosse déception de la saison régulière, qui s'est réveillé en play-off et qui est peut-être la surprise, peut-être l'équipe qui va renverser les montagnes. Quoi qu'il en soit, c'était un match musclé, plus musclé que ce qu'on a vu du côté de la Tissot Arena. Oui. Et vous allez voir certains gestes, mais quoi qu'il en soit, c'est Bern qui va mener dans cette partie, qui mène, il y a 17 000 spectateurs, chauffés à blanc, et qui admirent le solo d'un certain Tristan Chervet. Magnifique, Grégory. S'il y a des gens qui ne savent pas encore que Tristan Chervet est un vrai hockeyeur, là, il faut juste leur montrer cette image, parce que oui, il a plein de défauts, et de moins en moins quand même, mais là, ce qu'il fait, il est rapide, il est précis, le défenseur, il est à 3 mètres, le puck dans la lucarne, c'est magnifique. Super bon effet, et quel départ finalement pour ce CP Bern dans ce match face aux ZSC Lions. On s'est dit qu'une nouvelle fois, Bern est capable de switcher, d'élever son niveau de jeu au bon moment, de répondre présent dans les grands événements. Il le montre en menant 1-0. Mais voilà, avant de voir ce qui se passe au niveau des buts, on va voir le vilain geste de la soirée. Stéphane, le geste d'Untersander, le piquage sur Korpikoski. Oui, entre les jambes. Écoutez, le jeu est terminé. Untersander lui remonte la canne entre les jambes. Regardez bien. Regardez Korpikoski. Regardez la canne, bam, entre les jambes. Écoutez, ça, c'est un geste qui est... Théoriquement, c'est un geste qui a été... on l'a montré en début d'année ici. Brent Traber nous l'a montré les vidéos. Ça, c'est 5 minutes plus méconduite pour le match automatique. Si l'arbitre le voit, et puis il y a une enquête qui est ouverte, et puis il devrait y avoir une suspension automatique de minimum un match. Il y en a eu quelques-uns cette année. Il y a eu Jeremy Vick, il y a eu Trabert, il y en a eu quelques-uns à Langnau. Donc ça devrait être automatique. Donc si la Ligue est conséquente, donc les arbitres l'ont raté. Donc Untersander aurait dû être chassé du match, qui aurait perturbé l'alignement de Bern énormément. Ça n'a pas été le cas. Et je pense que sur les images de la vidéo, s'il n'est pas sanctionné, moi, j'y comprends plus rien. Grégory, la même chose. Complètement d'accord. C'est ce qu'on a tous compris de la règle. Hein? Moi, ce que je me demande quand même aussi, c'est comment ils font pour ne pas voir ça, parce que l'action était là. L'action était là autour du but, il y a l'arrêt de jeu, c'est sifflé, et puis tout le monde a les yeux rivés là-dessus. Comment font-ils pour ne pas voir un tel geste? Dans une situation comme ça, l'arbitre qui est proche du jeu arrête le jeu puis regarde ce qui se passe. Il ne porte pas forcément attention à la canne d'Untersander. Ça, je peux le concevoir. Par contre, c'est celui au milieu de la glace, le R2, celui qui arrive en plein milieu de la glace en arrêt de jeu puis qui rentre plus ou moins. Voilà, on voit la réaction de Korpikoski aussi qui se lance par terre. Après ça, ça peut être du cinéma. La réaction est toujours peut être trompeuse, mais là, on le voit bien, quoi. Donc, je pense que les arbitres sont déjà au courant de ça, ont déjà reçu le clip, je pense, sur leur téléphone. Bon, on ne jugera pas sur la réaction de Korpikoski, c'est juste, on doit juger le geste, et le geste doit être sanctionné. Peu importe si l'autre en a rajouté un petit peu, a fait une balle. Voilà, il y a une réaction qui est un peu normale dans ces moments-là. On est 4 gars sur le plateau, on peut en témoigner. Ça surprend toujours. Ça surprend un peu. Ça surprend toujours. Non, mais c'est vrai, non? Non, mais je vous laisse vous enfoncer, messieurs. On va revenir au match. Et puis, on va revenir surtout au fait de la soirée. Une nouvelle fois, si vous étiez avec nous depuis le début, on a parlé des key players de cette série. Peterson en faisait partie. Peterson a marqué son 100e but en Suisse. Regardez, superbe récupération. Et j'ai envie de dire la Freddy Bobillier, mais c'est le sniper aussi. Voilà. Peterson, l'efficacité même. Oui, il y a tout là. Il y a le flair aussi. Il est là au bon endroit, au bon moment. On voit un petit détail, une petite erreur défensive. Et là, il réagit tout de suite. Et puis, ça prend 2 secondes, récupération de puck. Je patine dans la direction du but. Un magnifique lancer. Et puis, quel leader ce Peterson, avec une attitude extraordinaire. Et puis, un but ne suffit pas. On le voit de nouveau. Il est au bon endroit, bon timing. Et puis, il vient battre Giannoni pour la 2e fois. Et là, c'est vraiment Zurich qui prend le match à son avantage. Il le bat de différentes façons. Parce que là, regardez, il va y aller. Il fait la feinte de tirer exactement où il avait tiré avant. Il a ouvert ses mains, il a levé le pied. Hein, il a fait le Barry Bruss, il a levé le pied en arrière, comme ça. Voilà, Jean-Jacques Eschliman, plutôt. Exactement. Un penalty à Jean-Jacques Eschliman. Il lève le pied comme pour vous mettre faire un tir et entre les jambes. Leonardo Giannoni, il a voulu nous faire un arrêt de gardien de but un peu, là, Grégory Beau, là. C'est un peu bizarre. Il a voulu pincher avec sa canne, on n'a pas su vraiment ce qu'il a voulu faire. Il a voulu surprendre Peterson, je pense, effectivement. Ouais. Il a voulu surprendre à l'époque tchéquier, mais Peterson, il l'a senti, il a un nez incroyable. Déjà, là, la spéculation, on va dire, sur la perte de puck bernoise,
il a 2 coups de patin d'avance sur tout le monde, donc forcément, il part. Ça peut être dans une phase difficile pour une équipe comme Zurich. On peut dire qu'il triche. Mais le problème, c'est que quand tout marche autour de lui, c'est un joueur qui va faire gagner le match. Et du coup, on ne va plus le pointer du doigt en disant c'est un tricheur, on va dire il a eu fané. On va voir ce qui s'est passé en deuxième période avec les affaires qui, dans un premier temps, vont mal tourner pour le CP Berne. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un but d'égalisation pour un gros travail de Noro. La passe de Noro, hein, on la trouve merveilleuse. Pour Camerzin, c'est les deux défenseurs qui descendent. Qui descendent. Noro à la rondelle, regardez à gauche de votre écran, c'est Camerzin. C'est l'autre défenseur qui se porte en attaque, et ça, vous ne voyez pas ça souvent. Un, oui, pas deux. Stéphane, on va aller voir le coach challenge pour hors-jeu. Oui, il y a hors-jeu. Regardez sur cet angle de caméra, regardez, là on le voit bien, le puck n'est pas traversé la ligne, regardez le c'est Arcobello qui va, là il a le patin dans les airs et le puck n'est pas traversé complètement la ligne bleue. Et là, je vous dirais, heureusement que normalement on n'a pas de caméra de ce côté de la glace. Il n'y a pas de reverse. Il n'y a pas de reverse caméra. Ce soir, il y en avait une, les grands moyens. Et je pense que c'est la dernière fois que ça va arriver à Berne parce que Marc Luthier va dire c'est grand moyen, ça nous a desservi, plus de caméra. Non, je spécule évidemment. C'est une blague. C'est une blague, évidemment. Mais c'est vrai que cette caméra-là, qui n'est pas là habituellement, a permis de prendre la décision parce que sur l'autre angle, impossible. Ça aurait été non concluant. On est d'accord. Exactement. Voilà. Comme quoi, il faut toujours regarder des deux côtés. Absolument. Et puis cette reverse est très utile pour ce genre de choses, avec notamment le coach challenge. Ça a permis de prendre la bonne décision. Mais Berne en a cure, puisque Berne va tout de même égaliser. On est en fin de période. Et c'est Untersander qui n'aurait peut-être pas dû être là. Mais quoi qu'il en soit, Untersander avec un puck qui est finalement dévié en fait, au départ par la crosse d'Herzog. Je vais rendre à César ce qui est à César, à Grégory Beau ce qui est à Grégory Beau, puisque c'est lui le premier sur ce plateau qui avait vu cette déviation. Bravo Grégory. Voilà. Merci. Effectivement, Herzog qui était là, qui a fait dévier la rondelle. Et Fueller n'a pas eu de chance sur ce but-là, ne peut pas faire grand-chose. Un Fueller qui joue de l'excellent hockey. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour lui marquer un but ce soir, hein? Il faut que le tir soit de loin et dévié. Voilà. Oui, mais par contre, là, il craque. C'est Kellins qui va marquer à 4 contre 5. On est en début de troisième période et c'est finalement les ZSC Lions qui vont pouvoir tenir ce score. Mais là... Giannoni en a échappé une sur ce coup-là. Mais elle est lourde de conséquences. 4 contre 5. Regardez, 4 contre 5, on a 3 contre 2. C'est Klein qui se porte en attaque, un 3 contre 1, vraiment un turnover, un revirement. Et Cannins tire en dessous du bras de Giannoni. Giannoni l'échappe dans la cage, ça ne lui arrive pas souvent. On ne va pas blâmer Giannoni pour ça, mais il n'a pas été aussi flamboyant qu'il l'a été contre Genève, disons-on. Tout comme Hiller à Bienne. Mais Bienne, Hiller a quand même gagné son match parce que son attaque lui a donné 7 buts. Et lui, ce soir, on lui a donné que 2 buts. Donc, il paraît mal sur ce but-là, mais évidemment... sur l'ensemble de la saison. Bon, en revanche, son vis-à-vis a été extraordinaire ce soir. Fueller a été très bon. Très bon. 91,18 de pourcentage d'arrêt pour Giannoni, c'est pas mal pour quelqu'un qui réalise pas un très grand match. Sur ce but et 94,74 absolument pour Fueller. La différence dans Zurich, c'est le gardien de but. Essentiellement, la réussite en attaque, l'engagement. On a vu une Zurich très engagée physiquement contre Berne. On s'est fait la réflexion. Hein. C'est vraiment les agresseurs, c'était vraiment Zurich. On a voulu sortir Berne de leur match. Et puis Fueller a des pas. On disait avant le match, ils ont commencé les playoffs déjà, avec un quart final contre Zug qui était très engagé. Oui. Berne a eu un bail au premier tour contre Genève. Peut-être qu'ils l'ont un peu payé ce soir. Le match 2 va être très difficile à arbitrer. Moi, je vous dis ça comme ça. À voir, en effet. Allez, des réactions à l'issue justement de ce match. On va d'abord écouter une réaction du côté du CP Berne, du côté des perdants. On va écouter Jérémy Camerzin. Jérémy, coup d'arrêt pour Berne dans ces playoffs avec maintenant la série qui vous échappe sur le score 2-0 avec cette défaite contre Zurich. Ouais, je pense que ce n'est pas le départ qu'on voulait avoir. Maintenant, ça fait partie des playoffs. On a à peu près 24 heures pour se remettre dans le bain. Et puis demain, on va analyser cette défaite et puis repartir sur des meilleures bases le prochain match. Surpris par cette équipe de Zurich? Non, je pense qu'ils ont sorti Zug au premier tour, donc il fallait qu'on s'attende à une bonne équipe. Maintenant, comme j'ai dit, il faut qu'on se concentre sur notre jeu. On va analyser ça demain et puis on repartira sur des meilleures bases le prochain match. Drôle de match pour vous, 5 minutes de temps de jeu. Un but marqué, mais finalement refusé après ce coach challenge. C'est quoi le sentiment? Ça fait partie, on se met au service de l'équipe. Je pense qu'à la fin, il n'y a que le succès collectif qui compte. Merci, bonne suite. On a bien répondu de la part de Jérémy Camerzin, la question piège habituelle du journaliste. Ah mon Dieu, mais il a très bien répondu. Et puis du côté du CP Berne, en effet, on a quelques heures pour
pour retrouver, on va dire, les sensations. Par contre, du côté de Zurich, ça rigole. On va écouter tout de suite la réaction issue de cette victoire de Dave Souter. Dave, joli premier coup réalisé par Zurich ici ce soir à Berne. Ouais, ça fait plaisir, je pense à toute l'équipe, à nos supporters aussi. On savait qu'en venant ici, ça allait être très difficile, qu'il allait avoir une bonne atmosphère. Et il fallait tenir les 10 premières minutes. Et après, heureusement, on a encore vu un bon travail d'équipe ce soir. C'est bon, prestation très solide pour tenir aussi, non pas que les premières 10 minutes, mais les dernières aussi. Il a fallu tenir ce résultat et ce petit but d'avance. Ouais, c'est clair que Berne, on savait qu'ils allaient pousser. Et malgré le nombre de pénalités qu'on a pris aujourd'hui, franchement, chapeau à l'équipe, à Flueller aussi qui a fait un gros match. Et maintenant, il reste encore jeudi, on doit encore jouer jeudi. Donc on va un peu se calmer et être prêt pour jeudi, quoi. Mais c'est plus la même équipe maintenant que cette équipe de Zurich en play-off. Non, c'est clair que on était un peu déçus de notre saison. Donc on sait qu'on a l'occasion de se rattraper maintenant au play-off. Alors l'équipe donne tout, quoi. Merci, bonne suite. Ouais, beaucoup de temps de glace, en effet, pour Dave Souter. Ça a déjà été le cas en quart de finale. Hein. Il est rendu dans le top 4. Hein. Il a été un moment de l'année, il ne jouait presque pas. Puis là, il est vraiment clairement dans le top 4. Il fait un excellent travail. Défenseur droitier costaud. Il arrive à maturité, à 25 ans, à peu près. 25 ans, Dave Souter? 24-25 ans. On dit qu'un défenseur arrive à maturité à 25, entre 25 et 30 les meilleures années. On a vu un Gennady à Lausanne, on en a vu d'autres prendre. Le défenseur, c'est toujours un petit peu plus long, l'apprentissage. Freddy Bobillier est arrivé à maturité à 27 ans et 3 mois. Je croyais que c'était vers 47-48 que j'étais arrivé à la maturité. Il a eu peur. Non, mais un joueur à suivre, Dave Souter. Il va bien. On est content pour lui. Il prend de la place dans cet alignement et puis c'est tant mieux pour lui. Et puis prendre des responsabilités dans un club comme ça aussi. Ouais. Ce qui est étonnant, au passage, c'est Souter est parti de Bienne, Wellinger est parti de Bienne, Haas est parti de Bienne. C'était 3 piliers de l'équipe de Bienne de la saison dernière. Et malgré tout, Bienne a du succès cette année sans ces 3 éléments. Je trouve que c'est intéressant de s'en rendre compte. Ouais. Avec le point évidemment sur les demi-finales, avec une victoire pour les équipes qui se sont imposées ce soir. C'est pas très compliqué après un acte et les succès donc de Bienne et le succès des ZSC Lions. Il y a le play-out, cette finale de play-out entre Ambry et Cloton. La question c'était de savoir à quelle sauce on allait être mangé. Au niveau de l'intensité, il y en a eu du côté de la Valachia. Par contre, au niveau du score, ça a été à sens unique. Ambry s'est imposé 4-0 ce soir dans cet acte 1. On disait souvent par le passé, Freddy Bobillier, que l'équipe qui avait traîné son spleen en dernière position du classement pendant toute la saison se préparait qu'à une chose, c'était à cette échéance-là. C'est une double défaite ce soir pour les hommes de Kevin Schlepfer. Je dirais que moi, Ambry m'a étonnamment pas mal plu durant cette saison. C'est une équipe jeune, dynamique, il y a pas mal de renouveau, on travaille sur beaucoup de choses. Et puis, c'est une équipe qui travaille à l'énergie. Ils ont eu la chance de... Bon, ils ont perdu des joueurs pendant la saison, ils en ont récupéré, etc. Puis ils ont un public qui les suit toujours. Et c'est toujours assez particulier d'aller jouer à la Valachia quand même. Et cette équipe, je dirais que elle n'était pas si loin que ça de Lausanne et puis de Langnau au-dessus, au contraire de Cloton qui a été, excusez-moi le terme, mais largué assez rapidement dans ce championnat. Et on ne se refait pas quand même du jour au lendemain comme ça, même si on traîne son spleen tout au long de la saison. On a difficile de tourner le bouton et d'être de nouveau performant. Ambry a continué son bonhomme de chemin et travaille pour travailler sur du moyen à long terme. Et c'est important pour eux qu'ils restent en Liga cette saison, en National League. Je le souhaite vraiment, elle a fait plaisir. Et puis, je crois que 4-0, le score est net et sans appel. On va parler des gardiens étrangers, du côté des deux équipes qui sont allées chercher justement un renfort à ce poste-là. On se prend 4-0 premier match avec Bolshauser dans la cage. On change pas du côté de Cloton, Grégory Beau, puisque vous avez le fin nez pour notre match studio entre Bienne et Lugano au niveau de Merslikins. Et qu'est-ce qui fait Kevin Schlepfer au prochain match? La question, c'est aussi de savoir par qui on peut le remplacer, dans le sens, si on met un gardien étranger, ça veut dire qu'on enlève un joueur de champ. Et cette équipe de Cloton, si on regarde leur alignement, moi j'ai une théorie, c'est si on n'est pas capable de dire quelle est la deuxième ligne dans une équipe, soit c'est un très très bon signe, on a une bonne profondeur, soit notre équipe est dégueulasse. Et là, en l'occurrence, derrière Hollenstein, Santala, Praplan, il n'y a aucun directeur sportif qui voudrait un des joueurs derrière, hormis à la limite Traxler peut-être en National League. Donc ils en ont besoin de ces étrangers qui vont repartir avec Bolshauser.
Kevin Poulin, c'est aussi un gardien qui fonctionne par séquence. Il a été très bon à la Coupe Spengler. On dit qu'il n'a pas réussi à NHL justement parce que c'est un gardien qui n'est pas constant. Il peut être dansé sur la tête un moment, tout arrêter, et puis tout à coup tomber dans un creux pas possible. Et je pense que depuis qu'il est à Cloton, il ne nous a pas impressionnés. Les matchs qu'il a fait, il n'a jamais vraiment dansé sur la tête. Il a toujours resté dans une zone un peu moyenne. Et je pense qu'on va hésiter avant de le mettre parce que tant qu'à griller une place d'étranger, autant y aller avec un bol de Sorza qui n'est pas forcément flamboyant. Encore ce soir, hein, il nous a prouvé encore ce soir que ce n'était pas clairement un gardien numéro 1 dans cette ligue. Des choix difficiles pour Kevin Schleffer, mais Kevin Schleffer, je le rappelle, est un spécialiste de cette phase de la saison, donc je pense qu'il va trouver les moyens. Je suis un peu sarcastique, quand même, on est d'accord. Mais moi, je peux revenir sur... On peut faire une parenthèse sur Kevin Schleffer, on peut parler de quelque chose. Il a été licencié de Bienne il y a une année. L'équipe a changé un petit peu, on a été chercher Forster, etc., mais pas tant que ça. Les gens de Bienne, maintenant, vous savez, pendant des années, on leur a dit plus ou moins, il y avait plusieurs spécialistes qui ont mis des doutes sur les qualités de Kevin Schleffer, sa capacité, etc. Et puis là, on a peut-être la preuve, finalement, qu'on a gardé Kevin Schleffer beaucoup trop longtemps à Bienne, parce qu'il y avait nettement mieux à faire avec cette équipe-là. Cette équipe-là, depuis que Kevin Schleffer est parti, cette équipe-là, ce club-là, fait flèche de tout bois, va bien, mais... Est-ce qu'on peut dire que peut-être que Kevin Schleffer a retardé, a maintenu bien dans la médiocrité pendant quelques années? C'est un peu compliqué, à mon avis. C'est un peu compliqué parce que tout dépend dans quelle situation vous vous retrouvez. Ce qu'on a changé beaucoup l'équipe à Bienne. On a perdu Souter, on a perdu quelques joueurs, on était chercher Forster, oui, c'est en plus, mais essentiellement, au début de l'année, je vous rappelle que tout le monde se rappelait du Bienne de l'année passée, qui avait été coaché par Kevin Schleffer, qui avait été coaché par McNamara, qui avait fait un peu mieux. Tout le monde mettait Bienne en dessous de la barre, parce qu'on avait l'image du bien qu'on veut. Puis tout à coup, cette année, cette équipe-là, ce club-là va mieux. Là où je rejoins Stéphane, c'est lorsque Kevin Schleffer était en pourparlers pour aller en équipe de Suisse, si on parlait en off avec des gens qui ne voulaient pas écorner Kevin Schleffer avec le micro ouvert, ça rigolait. Vraiment, dans le milieu, tout le monde rigolait de cette idée de mettre Kevin Schleffer à la tête de l'équipe de Suisse. Puis en off, combien de gens nous disent en off, dans le petit monde du hockey suisse, que je connais très, très bien, que tu connais aussi bien, parce qu'il y a plein de gars qui disent des trucs en off, que des trucs... Bon, voilà. Et ça a toujours fait un petit peu sourire, Kevin Schleffer. Mais on ne pouvait pas le dire parce que je vais vous faire l'avocat, alors à ce moment-là, messieurs, parce que là, il n'y a qu'un match ce soir, il n'y a qu'une défaite. Il a été engagé du côté de Cloton, entre guillemets, déjà pour sauver les meubles cette saison-là, et puis voir ce qu'il va être capable de faire l'année prochaine. Écoutez, moi, je pense qu'il devrait plutôt juger son travail sur les résultats de Cloton l'année prochaine que fondamentalement sur cette saison-là. Mais moi, je parle de son... Oui, peut-être avec Cloton, ça se passe pas bien, puis c'est pas étonnant pour un paquet de gens. Ils n'ont pas une grosse équipe non plus. C'est pas facile pour lui, mais moi, je parle de ce qu'il n'a pas fait avec Bienne pendant plusieurs années, où il a maintenu Bienne dans une certaine médiocrité, en dessous de la barre, inconstant, incohérent, des décisions que personne ne comprenait, etc., sauf lui. Mais OK, got. Mais là, OK, got, peut-être que... Quand je regarde Bienne cette année, ce qui se passe avec Bienne, c'est plus le même club, c'est plus les mêmes joueurs, c'est peut-être pas lui, mais disons que c'est un hasard bizarre. Moi, je pense que c'est un bon pompier. C'est ce qu'il a fait à Bienne, en fait. Il est arrivé en cours de saison où il a redynamisé l'équipe. C'est un motivateur, c'est un dynamiseur, mais c'est pas un grand stratège. Tout le monde le sait, ça. Moi, je dis que seuls les résultats comptent, messieurs, et c'est en général pour ça qu'on se fait juger. Et je pense que s'il réussit la mission sauvetage avec Cloton, ça sera déjà un bon point pour lui. Messieurs, on va le petit point évidemment sur la série pour dire qu'Ambry Piotta, maintenant 1-0, vous l'avez compris, dans cette finale de play-out. Voilà, vous savez tout, sauf le prochain rendez-vous. Le prochain rendez-vous, ça sera jeudi, bien sûr, et notre match studio sera la rencontre entre Zurich et Berne, l'acte 2, qui promet évidemment beaucoup. Merci beaucoup, Freddy Bobillier, merci. Grégory Beau, très bonne fin de soirée à tous. Merci à toute l'équipe technique et à jeudi. Bye bye, ciao, ciao.